Bonsoir, les vraies voix du Tour de France. Au sommaire de cette émission, les 50 ans de la première victoire de Bernard Thévenet dans le Tour de France. Le double vainqueur sera avec nous dans un instant. Autre question que nous nous poserons, Pogačar est-il vraiment imbattable? Et puis les Français, Vauquelin, Paré-Peintre, Gégat, Martinez, Grégoire nous laissent-ils présager d'un avenir radieux pour notre cyclisme? L'édition 2025 marque-t-elle le début d'une nouvelle ère du cyclisme où la force collective prime? Notre grand témoin de l'émission, ancien modeste coureur professionnel, il est devenu l'un des managers légendaires du cyclisme mondial avant d'être débarqué par son nouveau sponsor. Vincent Lavenu est avec nous. Il va nous accompagner tout au long de l'émission. Bonsoir Vincent, est-ce que vous nous entendez ? Vincent ne nous entend pas, il est en connexion, vous le voyez certainement sur la chaîne YouTube de Sud Radio. En tout cas, Vincent va nous retrouver dans un instant, on règle tout ça. Nous sommes également avec notre consultant Vincent Barthaud qui nous a fait vivre tout à l'heure l'arrivée à La Plagne. Vincent Barthaud qui est avec nous. Et puis nous aurons aussi dans un instant, je vous l'ai dit, Bernard Thévenet. Bernard Thévenet qui est là. Bonsoir Bernard. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Bon, ça fait 50 ans que ce Tour de France qui ne ressemble à aucun autre. C'était la première fois l'arrivée sur les Champs-Élysées. La création du maillot à pois de meilleur grimpeur, du maillot de meilleur jeune, le maillot blanc. Et puis la défaite du plus grand coureur de tous les temps, le Belge Eddy Merckx, terrassé par un certain Français, Bernard Thévenet. Bernard, ce Tour il y a 50 ans, ça fait quoi 50 ans ? Bah, ça fait surtout que quand j'ai gagné, je pensais jamais qu'on m'en parlerait encore 50 ans après. Bah ouais, pourtant fallait vous en douter, battre Merckx dans l'étape de Pralou. Oui, non, je m'en doutais. Honnêtement, non, je me doutais pas du tout qu'on m'en parlait 50 ans après. Ça me fait vraiment plaisir de se rendre compte qu'il y a des gens qui étaient satisfaits, qui étaient très contents certainement, qui étaient très heureux que ce soit un petit Français, comme je l'avais dit, qui ait gagné le Tour de France. Bon, surtout devant l'ogre Eddy Merckx. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, Bernard, il faut qu'on rappelle quand même que vous êtes très présent sur le Tour de France et pour ça qu'on est très heureux de vous avoir. Comme ça, vous êtes sans doute encore à La Plagne. Vous avez un rôle très particulier sur le Tour de France aujourd'hui, Bernard Thévenet. Oui, je travaille pour ESA, c'est l'organisateur du Tour de France. Je suis ambassadeur, bon, c'est un beau titre, mais c'est surtout des relations publiques. J'ai une voiture avec un pilote et 2 invités tous les jours qui je fais découvrir le Tour de France, aussi les à côté du Tour de France, parce que le Tour de France c'est une grande course cycliste, mais il y a aussi un rôle social ou sociétal. C'est un des rares événements où on rencontre autant de diversité dans les générations. Ça va depuis les bébés jusqu'aux centenaires. Et puis on rencontre toutes sortes de gens au bord de la route. Il y a des ouvriers, des paysans, il y a même des ministres dans la course. Donc c'est vraiment diversifié. Alors justement, puisque vous parlez de ministre, vous avez eu la chance de recevoir le maillot jaune en ce 20 juillet 1975 du président Giscard d'Estaing. Après, les présidents n'y sont plus revenus pratiquement remettre sur les Champs-Élysées. Non, il n'y a plus de président. Il y a des gens qui pensent que Jacques Chirac avait remis le maillot jaune comme président, mais non, il était maire de Paris. Il n'était pas encore président de la République. Donc oui, à ce jour, je suis le seul depuis 120 ans que le Tour, même un peu plus, que le Tour de France existe. Je suis le seul à avoir reçu le maillot jaune. Je vous entends, mais très faiblement. Alors bon, on vient d'entendre, je vous entends très faiblement, vous avez entendu, hein, c'est Vincent Lavenu, ça y est, on vient de l'avoir, vous avez reconnu Vincent Bernard Thévenet, voilà, il est là, Vincent qui est le grand témoin de l'émission, c'est bon Vincent, vous nous entendez ? Je vous entends 5 sur 5, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement Vincent. Alors bon, Bernard était content de vous entendre. Bernard, je continue à vous poser cette question parce que vous avez gagné en 75 mais aussi en 77. Alors on se refera une émission dans 2 ans hein, pour les 50 ans. Voilà. Mais lequel est le plus beau finalement ? Parce que le 75, il est quand même, avec tout ce qu'on vient de dire, inégalable. Sur le coup, je trouvais que celui de 77 avait été plus difficile, plus ardu contre Kuiper. Il y avait une sorte de coalition entre Kuiper, Zoutmelk, Van Impe. Mais bon, tout le monde n'a retenu que celui de 75. Beaucoup de gens ont oublié. Merci d'avoir parlé du 77 parce que beaucoup de gens ont oublié que celui de 77.
Alors, le problème, Bernard, c'est que il a été oublié à cause un peu de Greg LeMond et de Laurent Fignon, parce que il n'y avait que, je crois, de mémoire, hein, mais comme je suis un de vos fans, je me trompe pas beaucoup, 48 secondes seulement d'écart entre vous et Kuiper, alors qu'avec les 8 secondes entre LeMond et Fignon, du coup, ça a un petit peu enlevé la magie, mais c'était très serré. Et puis l'arrivée sur les Champs-Élysées où tout le peloton chute, vous aussi, en 77, parce que, et on en a parlé avec Rémi André, notre monsieur météo, quand il pleut sur les Champs-Élysées, et ça va être le cas dimanche, c'est très difficile de tenir. Oui, je crois que maintenant ils ont des possibilités de laver la route, si on peut dire. Donc là, c'est vrai qu'on avait vécu une période relativement chaude. Et il y avait plus d'un seul coup, et il y avait beaucoup du gras sur le bitume. Et c'est vrai que déjà on était plus très nombreux, on était une petite soixantaine là, et je crois qu'il y a 3 ou 4 coureurs qui sont pas tombés, c'est tout. Oui. C'était vraiment un très mauvais moment. Hein, voilà. Bon, c'était une fin de course difficile. Hein. Bernard, vous nous avez fait rêver, donc on revient à ces 50 ans de première victoire en 1975. Vincent Barthaud, notre consultant, est avec nous. Je vous vois, Vincent. Vincent, vous avez pris le maillot jaune en 1989, quelques années après. Bernard Thévenet, il a été un exemple pour vous, Vincent Barthaud? Ouais, alors je l'ai pris en 84, hein. 89 c'est Marseille, mais oui, 89 la victoire à Marseille, et puis 84. Oui, donc ça nous rajeunit pas, ça. Exactement. Bernard, oui, ça a été un de mes idoles, hein, et j'ai eu la chance aussi de l'avoir comme directeur sportif à RMO, donc effectivement on se côtoie de temps en temps sur le Tour de France, mais grand respect à lui. Ah oui, comment était-il Bernard Thévenet en directeur sportif? Il était aussi sélectionneur de l'équipe de France, hein, Vincent? Oui, alors il a été sélectionneur en équipe de France, et puis il a été directeur sportif chez RMO quand je suis arrivé en 86, et j'en garde des bons souvenirs, hein. C'était vraiment un honneur d'être managé par un tel champion. Bernard, quand on vient vous voir sur le Tour de France, vous gardez le sourire, vous saluez tout le monde, vous êtes double vainqueur du Tour de France, vous êtes l'homme qui avait fait plier Eddy Merckx. Vous avez toujours gardé cet amour de la relation humaine? Oui, parce que finalement, on existe grâce à nos supporters. Hein. On a beau faire de grands exploits, si on n'a pas de supporters, on n'a pas de gloire. Donc ce sont nos supporters qui font notre notoriété, qui font notre gloire. Et je pense qu'il faut pas oublier les gens il y a des moments, on n'est pas bien dans des courses, il y a des gens qui les encouragent quand même, donc ça remonte le moral. Donc c'est très important d'avoir ces supporters autour de soi. Et donc de leur rendre, on leur fait un petit sourire, ça coûte pas grand chose, mais les gens sont contents. Et oui, et moi je me souviens alors je suis désolé, ça va pas vous rajeunir Bernard, mais je me souviens du petit fan de vous que j'étais sur un critérium où je vous avais fait coucou et j'avais eu un coucou. Vincent Lavenu, vous qui êtes une référence dans le milieu du cyclisme, alors je sais pas si vous nous entendiez, mais bon, j'ai rappelé votre parcours, vous êtes un de nos managers légendaires de l'histoire du cyclisme. Pour vous Vincent, c'est qui Bernard Thévenet? C'est quoi? C'est quel symbole? Alors déjà merci pour vos compliments, ça fait toujours plaisir, hein, merci beaucoup. Écoute Bernard, c'est un personnage incontournable de l'histoire de notre sport, et toutes les anecdotes que vous venez d'évoquer, je peux les confirmer. Déjà, j'ai côtoyé aujourd'hui, j'ai côtoyé Bernard au départ de l'étape d'Albertville, donc on a conversé pendant 5 minutes, et j'ai pu observer encore une fois la gentillesse, l'humilité de ce grand personnage du cyclisme qu'il a été, avec, bien sûr, on met toujours en avant ses victoires du Tour, ce maillot jaune, mais Bernard est quelqu'un qui abordé à tous les instants par plein de personnes, qu'elles soient importantes ou pas, et il répond toujours avec une extrême gentillesse, beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance. Voilà, ça classe l'homme, le champion, bien sûr on le connaît, mais ça classe l'homme aussi. Voilà, je trouve qu'il vieillit très bien, notre Bernard. Il a une santé incroyable. On voit que il a toujours cet amour pour le cyclisme, il a cette reconnaissance du public, et voilà, bon, son parcours est exemplaire. Moi aussi j'ai des anecdotes avec lui. D'abord, sa victoire en 75 au Tour, il avait fait tomber Merckx. Je crois que c'est à Pralou de mémoire, si je me rappelle bien. Et c'est le 13 juillet, pour ceux qui disent que ça porte pas bonheur, le 13, ça vous porte bonheur Bernard, le 13, hein, on est d'accord? Un grand merci à Vincent aussi, hein.
Parce que c'était le premier qui a remporté une victoire dans l'équipe RMO où j'étais directeur sportif. Oui, parce que alors tout à l'heure, c'est une des anecdotes que je voulais rappeler. Ouais. Oui, alors justement, on fait le lien parce que tout à l'heure, je faisais un petit clin d'œil. Je disais, bon, plutôt modeste coureur professionnel, mais légendaire manager d'équipe en parlant de Vincent. Mais c'est vrai, RMO. Alors, la petite anecdote avec Bernard Thévenet, directeur sportif, donc Vincent Lavenu. Alors déjà non, je vais revenir à l'anecdote de 75 parce que Bernard fait tomber Merckx à Pralou. Le lendemain, l'étape arrivait à Serre-Chevalier. Et moi j'habitais Briançon, à Ronazur, sur peut-être à 500 mètres du passage de la route. Alors je me suis dépêché, j'ai regardé l'étape à la télévision, je me suis dépêché de courir à travers champs pour aller voir passer Bernard Thévenet en jaune. C'était la première journée où il avait son maillot jaune. Et l'arrivée est à Serre-Chevalier, je pense sur le circuit automobile qui était un circuit de glace de Serre-Chevalier. Je suis remonté à la maison en courant pour revoir cette arrivée. Donc c'était la première fois que je voyais vraiment passer Bernard en chair et en os avec son joli maillot jaune. Après l'anecdote du directeur sportif, c'est vrai aussi, j'ai été donc une année coureur chez RMO et la première course de la saison qui s'appelait la Ronde Pyrénéenne, et bien effectivement c'était Bernard mon directeur sportif et j'ai remporté cette épreuve-là et j'étais stupéfait de voir à quel point Bernard était heureux de voir un de ses coureurs gagner. Je le voyais faire des bonds à l'arrivée et je me disais mais comment un gars qui a gagné 2 fois le Tour de France peut être aussi heureux de me voir gagner cette course-là. Ah, qu'il est beau, oui. Qu'il est beau ce récit. Alors Bernard, on doit vous quitter. On va rester nous avec Vincent Lavenu et Vincent Barthaud, les deux Vincent. Là, on va revenir sur le Tour de France. Merci d'avoir été avec nous, Bernard Thévenet. Mais peut-être un mot, ce Tour de France de 75, il ne ressemble pas du tout à celui 50 ans après que va gagner l'immense et magnifique Tadej Pogačar. C'est un autre monde, on est d'accord. Évidemment, c'est tout à fait différent, mais vous savez, la société il y a 50 ans, elle n'était pas du tout comme celle de maintenant. Mais le cyclisme a évolué en même temps que la société, donc c'est très bien. Si on n'avait pas évolué, on serait un sport ringard. Donc il n'y a pas beaucoup, on n'arriverait pas à avoir des jeunes. Bon, la course est différente, le matériel est différent, tout est différent, mais on bénéficie maintenant de technologies ou de moyens qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Eh bien maintenant on les utilise et je trouve que c'est très bien pour le cyclisme. C'est un sport qui s'est modernisé. Il y a peut-être des moments où c'est un peu embêtant avec les oreillettes et des choses comme ça, mais il a suivi un gré et c'est tant mieux. Sinon, je le répète, il n'y aurait pas beaucoup de jeunes qui voudraient faire du cyclisme si on était comme il y a 50 ans. Bernard, vous savez, chez ma grand-mère, il y avait la photo de son petit-fils qui avait 5 ans et qui levait les bras avec un maillot jaune et qui avait dessus les damiers maillot Peugeot. Ça se faisait à l'époque. Et c'était vous et c'était moi. Et ben, je suis tellement heureux de vous avoir dit bravo et merci pour tout et bon anniversaire pour ces 50 ans, mon cher Bernard Thévenet. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant pour les vraies voix du Tour de France avec nos deux Vincent, Vincent Lavenu et Vincent Barthaud. On va débriefer ce Tour de France. À tout de suite. Les vraies voix du Tour de France avec notre invité d'honneur Vincent Lavenu, avec notre consultant Vincent Barthaud. Les invités se succèdent. On a eu le plaisir de célébrer les 50 ans du premier Tour de France remporté par Bernard Thévenet qui était avec nous. On va donc s'intéresser au Tour de France 2025 maintenant, mais donc quand même pour vous rappeler que Vincent Lavenu, notre invité d'honneur, eh bien c'est Casino, AG2R, Chazal, des équipes qui ont fait l'histoire du cyclisme, et puis c'est Romain Bardet, Yann Kirsipou, Pascal Chanteur, Benoît Cosnefroy, Valentin Paré-Peintre. C'est vous tout ça, Vincent Lavenu. Vous avez été gentiment débarqué. C'est le jeu du sport business aujourd'hui. Est-ce que ça va bien déjà, Vincent? On vous sent en pleine forme. Oui, alors j'ai été débarqué gentiment, je ne sais pas. J'ai essayé d'y aller diplomatiquement, mais c'est à vous de trancher. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un sujet que je souhaite pas trop commenter parce que ça a été très très débreux, ça a été tellement, on va dire, subi de manière incroyablement. Je n'ai pas vu arriver cette chose-là et puis c'était malvenu, donc voilà, j'ai passé un moment très très difficile évidemment. Je pense qu'on aurait pu faire les choses tellement autrement. Voilà, maintenant c'est derrière moi.
mon amour pour le cyclisme est toujours là, comme Bernard Thévenet, comme les gens qui sont vaccinés avec un rayon de bicyclette, comme on dit. Voilà, donc ça va. Aujourd'hui, ça va mieux. Ma nouvelle vie me permet de prendre plus soin de moi. J'ai perdu 10 kilos parce que je suis pas au resto tout le temps et je suis pas derrière mon volant. Oui, on vous voit affûté. On vous voit affûté. Voilà, ouais, affûté. Bon, il y a encore un peu de marge, mais voilà, je fais un peu plus de vélo. Mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en plus, je travaille sur un nouveau projet. Peut-être on en parlera un petit peu tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, ouais. Et ça me fait du bien, Voilà. Bon, alors on reparlera de ce projet. Et puis, je voudrais quand même rappeler pour les auditeurs de Sud Radio que vous vous êtes retrouvés piégés pour plusieurs raisons. Mais en fait, vous ne pouviez pas entamer un bras de fer avec le géant sponsor, en l'occurrence AG2R, qui voulait absolument racheter votre structure sportive que vous déteniez. Si vous disiez non, eh bien, c'était 110 collaborateurs qui se retrouvaient au chômage. Donc, soit vous vendiez, soit l'équipe disparaissait. Donc, c'est bon. Voilà pour la stratégie. Alors, revenons sur ce Tour de France 2025. Vincent Barthaud, on a vécu l'arrivée tout à l'heure avec vous. Ce Pogačar, il est absolument intouchable. Ouais. Juste une petite parenthèse, Fred. Oui. Je vais vite dire un mot sur Vincent Lavenu. C'est parce que j'adore ce mec. Bien sûr. J'ai trouvé. On a couru ensemble, j'ai fait les 6 jours avec lui. Moi, j'étais dans la grosse équipe, lui était dans une équipe un peu plus modeste et j'ai eu la chance quand même de faire les 6 jours avec lui. J'en garde un bon souvenir. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était le manager qui était parti de rien. Vous avez cité ses équipes, ses sponsors. Il s'est battu, alors que par rapport à d'autres qui ont eu un petit peu plus de facilité de lui au niveau du relationnel et autres, lui, il s'est battu. Il a grimpé. Malheureusement, ça s'est mal fini. J'ai trouvé ça aussi injuste, mais voilà, j'adore ce mec. C'était la parenthèse. Bon, ouais, non, mais parenthèse acceptée et vraiment merci Vincent Vincent Barthaud pour ce petit clin d'œil. Donc Pogačar, il y avait rien à faire, il n'y a pas eu d'erreur de tactique, il était plus fort et c'est tout quoi. Ben oui, c'est ça le problème, c'est que depuis le début du Tour et depuis quelques années, il est au-dessus des autres. Il est trop fort. Vingegaard n'est pas assez fort et ça devient un peu ennuyant, franchement, c'est vrai. On a commencé à voir qu'il gagnait tout le temps, donc tout le monde commençait à dire c'est pas marrant qu'il gagne, voilà, et c'est toujours lui. Puis maintenant, on a l'impression qu'il laisse un peu le morceau, qu'il laisse faire un peu les autres, et on entend encore des trucs où on dit on s'ennuie parce qu'il attaque pas. Mais comme le disait Bernard tout à l'heure, le vélo a évolué, le matériel, la nutrition, et j'en passe. Mais c'est vrai qu'il domine tellement que ça devient compliqué, non seulement pour nous les consultants, mais aussi pour les autres équipes. Ce soir, on peut dire que le podium, il est plié, c'est-à-dire donc premier Tadej Pogačar, deuxième Jonas Vingegaard et troisième Florian Lipovic. On est d'accord, ça ne bougera pas jusqu'à Paris. Non, c'est le podium. Voilà, c'est le podium. Mais il y a encore l'étape de demain sans grande difficulté. Mais bon, tant qu'on n'a pas franchi la ligne non plus à Paris, c'est pas nouveau ce que je vais dire. On ne sait jamais qui peut encore gagner et tout. Mais la logique des choses est que les 3 premiers sur le classement général au moment précis seront les 3 sur le podium à Paris. Ouais. Vincent Lavenu, quel regard vous portez sur Tadej Pogačar? Il est de la trempe des Hinault, Merckx. On est d'accord? Moi, je l'adore. Personnellement, je l'adore. Je trouve que c'est un garçon qui est pétillant de bonheur, d'enthousiasme, qui a un panache incroyable. Il est capable de se lancer dans des opérations. Voilà. Même si là, sur la dernière semaine du Tour, pour moi, Vingegaard a gommé un petit peu l'écart qu'il avait avec lui en début de tour. On a vu qu'en début de tour, Pogačar attaquait et Vingegaard systématiquement se faisait lâcher. Et on voit bien que depuis 2 jours, Pogačar n'a pas réussi à décrocher Vingegaard. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'était pas si serein que ça, Pogačar. Il a essayé plusieurs fois de lâcher Vingegaard et il n'a pas réussi. Et je pense qu'il n'a pas souhaité amener Vingegaard jusqu'à la ligne d'arrivée pour que Vingegaard gagne l'étape. Donc il a joué son jeu. Moi personnellement, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, il prend des initiatives incroyables. Il se lance dans des opérations loin de l'arrivée. On se rappelle le championnat du monde l'année dernière où il est
80 km. Hein. Il est capable de prendre des risques incroyables. Moi, j'adore. Il sait tout faire. Il grimpe, il roule, il descend. Il est toujours placé au bon endroit. Et je trouve qu'il est éminemment sympathique avec tout le monde. Il a toujours un petit sourire, toujours un petit mot gentil. Par exemple, on a vu à l'arrivée aujourd'hui, il a failli être renversé par quelqu'un qui voulait simplement aider Arensman à repartir. Et il y a eu un petit accrochage. Tout de suite, on a vu qu'il s'est pas énervé, il aurait pu s'énerver, il était au bout de la fatigue, il est resté très chevaleresque. Voilà, moi j'adore ce coureur, franchement, et je trouve que, alors si on parle de palmarès, alors on peut pas comparer les époques, bien évidemment, parce que mais c'est de l'ordre de Merckx, parce que il gagne aussi. Pour moi, oui. Voilà, il gagne alors pas encore Paris-Roubaix, il lui manque ça, mais il gagne les monuments, et ça change tout. Oui. Pour moi, je pense que c'est des périodes différentes. Je pense qu'il est l'égal de Merckx, même si Merckx, on sait, a gagné 524 victoires, je crois. Lui, il n'en gagnera jamais autant, bien sûr, parce que les époques sont différentes. Merckx courait peut-être 180 jours ou 200 jours par an à l'époque. Lui, il n'en fait que 80 ou 70. Donc, il gagnera jamais autant de victoires que Merckx. Par contre, au niveau du palmarès, il est incroyable. Il est capable de tout gagner. Les classiques, en début de saison, fin de saison, les courses par étapes. Ouais, moi, j'adore. J'adore ce coureur et je pense qu'il fait beaucoup de bien en vélo. Bon, alors, Vincent Lavenu, vous restez avec nous. Hein, vous êtes notre invité d'honneur sur toute cette émission. Et nos consultants, on parlait de la piste tout à l'heure avec Vincent Barthaud, vont faire le relais au boudin, hein, c'est-à-dire comme on faisait, ou à la volée, à l'américaine. Hein. Mais Vincent, avant de passer le relais à Pascal Chanteur, on aura également Léo Peters, le directeur sportif de Saint-Michel, préférence homme Aubert, vous savez, l'équipe de 3e division. On va justement s'intéresser à tout cet écosystème du cyclisme. Mais Vincent, pour terminer, coup de cœur pour Kevin Vauquelin qui va terminer dans le top 10 ? Exactement, Super, exactement. Un beau Tour de France pour Kevin Vauquelin, ouais, effectivement, 7e, sa place bougera pas, donc 7e à Paris, c'est magnifique. Alors peut-être que le plus dur commence pour lui, parce que, vous savez, quand on fait un magnifique Tour de France comme ça, je pense qu'il va avoir beaucoup de propositions d'équipe. Est-ce qu'il va rester avec Emmanuel Hubert? Est-ce qu'il va signer dans une autre grosse équipe? J'en sais rien, mais peut-être que le plus dur commence pour lui, parce que quand on fait un beau tour comme ça, reconfirmé par les années qui suivent, il est jeune. Mais voilà, enfin tant mieux, ce qui est pris, hein, voilà, donc félicitations à lui. Alors l'avis des Français, des cyclistes français, l'avis des équipes de cyclisme françaises, mais en comparaison aux internationales, on va en parler dans un instant avec notre grand témoin de ce soir, Vincent Lavenu. Pascal Chanteur, notre consultant, qui prend donc le relais de Vincent Barthaud, qu'on embrasse et qu'on salue, qui vous fera vivre les arrivées pour le dernier week-end, Vincent Barthaud. Il a du mal à il n'arrive pas à prendre leur lait, hein, et je tends la main, mais il arrive. Bon, c'était pas sa spécialité, la piste, à Pascal Chanteur. Il va nous retrouver dans un instant. Et puis Léo Peters, vous allez, on va le découvrir, un jeune directeur sportif qui est le frère d'ailleurs de Nance, hein, Nance Peters, qui est pro, qui a été un de vos coureurs chez AG2R, Vincent Lavenu. Voilà, on fera le point sur plein de choses. Restez bien avec nous. Ce sont les vraies voix du Tour de France sur Sud Radio. Les vraies voix du Tour de France avec notre invité d'honneur, Vincent Lavenu, ancien modeste coureur professionnel. Il est devenu un des managers légendaires du cyclisme mondial avant d'être débarqué par son nouveau sponsor. Il est avec nous, notre consultant, ancien coureur de votre équipe, Vincent, Pascal Chanteur, désormais président de l'UNCP, le syndicat des coureurs professionnels français. Et puis nous accueillons Léo Peters, directeur sportif de Saint-Michel, préférence homme Aubert. C'est Aubert 93, c'est comme ça qu'on précise précisément, une équipe de 3e division qui, elle, n'a pas accès au Tour de France. Bonsoir Pascal Chanteur. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Léo Peters. Bonsoir tout le monde. Merci Frédéric pour l'invitation. Très heureux parce que c'est important de parler de cette équipe. Alors les petits gars d'Aubert, vous aussi, vous êtes mythiques. On a parlé des équipes de Vincent Lavenu. On en profite pour saluer Stéphane Javalet, votre manager historique. C'est quoi en ce moment le programme de vos coureurs qui ne font pas le Tour de France sur ce mois de juillet, Léo Peters? Alors c'est vrai que pour les équipes qui font pas le Tour de France, il y a un creux au mois de juillet, donc à la sortie du championnat de France, du moins du championnat national, qui a eu lieu aux Herbiers à la fin du mois de juin. Donc tous les coureurs ont eu une petite semaine de vacances et de récupération à la maison pour encaisser ce début de saison bien chargé, avant de repartir sur
sur des bases collectives, avec un stage en montagne qu'on a fait en Savoie la semaine dernière, donc un stage de 8 à 10 jours, avant de reprendre les compétitions par le Tour d'Alsace, une épreuve de classe 2 qui s'enchaînera avec le Tour de l'Ain et le calendrier habituel de fin de saison français, passer par la Polynormande, le Tour du Limousin, le Poitou-Charentes, etc. Ouais, notamment ces Coupes de France. On parlait de la Polynormande, hein, chère à Daniel Manjas, évidemment, à qui on envoie un salut, hein, puisque bon, il a connu un pépin de santé, Daniel Manjas, mais je rassure tous ses fans, ça va bien. Alors oui, donc comme quoi, la dizaine de pros que vous avez sous votre direction, Léo Peters, vit ce mois de juillet différemment que les gros. Alors vous savez, il y a le système en fait hiérarchique, hein, des équipes. Il y a les World Tour, elles sont 18 équipes. Après, il y a des équipes UCI Pro qui sont des équipes solides, et puis les continentales, les 3e divisions. Vincent Lavenu, est-ce que aujourd'hui il y a un petit peu comme au football où on se dit tiens, on va jouer le Real Madrid, le PSG, Manchester City, si on est le traditionnel Ajax d'Amsterdam et je ne sais quel FC Porto par exemple, on a difficilement des chances de rivaliser parce que c'est pas les mêmes budgets. Est-ce qu'on arrive un peu à cette situation dans le cyclisme aujourd'hui ? Alors, déjà, les 3 divisions, c'est une réalité qui a été mise en place au fil du temps. De temps à autre, les équipes de 3e division continentale ont l'occasion de se frotter aux équipes pour le Tour, notamment en France, hein, grâce au calendrier français, aux Coupes de France et aux nombreuses épreuves qui sont très bien organisées en France par les organisateurs. Donc, on côtoie, les équipes pour le Tour côtoient les équipes de 3e division. Et c'est toujours très important parce que dans ces équipes de 3e division, elles sont là souvent pour faire de la formation. Elles permettent à des jeunes coureurs qui n'avaient pas accès forcément directement au World Tour de se mettre en évidence, de progresser, de prendre le temps de progresser aussi, parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeunes coureurs qui sont tout de suite à haut niveau, mais d'abord tout le monde ne fonctionne pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas la même histoire. Il y a des coureurs qui ont fait aussi des études, donc elles sont très très importantes pour la formation. Et je crois qu'en France notamment, on a un très très bon équilibre entre les équipes de 3e division, les Pro Teams et les World Teams. Et d'ailleurs vous vous retrouvez, je parlais des Coupes de France, hein, on recevra lundi d'ailleurs le président de la Ligue, Xavier Jean, qui organise ces Coupes de France. Les grosses équipes se retrouvent avec les moyennes et puis les petites sur les Coupes de France. Vincent, je reviens sur ma question dans un instant, mais puisque vous avez abordé le sujet et qu'on a Pascal Chanteur, le président de l'UNCP, le syndicat des coureurs, je voudrais conclure sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, un coureur cycliste de 3e division, Pascal Chanteur, il peut assurer un train de vie d'un sportif de haut niveau ou pas ? Première chose, toutes les équipes continentales françaises sont des équipes continentales professionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des contrats de travail en bonne et due forme de coureurs cyclistes professionnels. Elles ont un cahier des charges qui est très rigoureux, sur lequel la Ligue nationale a travaillé il y a déjà 2-3 ans de ça, pour augmenter le professionnalisme de ces équipes. Et en l'occurrence, les équipes en France font un merveilleux travail, que ça soit de formation, mais aussi administrativement, où ils sont extrêmement rigoureux sur toute la partie professionnelle, du personnel et de l'équipement qui compose et qui permet de fonctionner correctement pour une équipe cycliste. Bon, confirmation, Léo Peters, est-ce que vos garçons aujourd'hui ont une situation, on va dire, pas sereine, parce que évidemment l'objectif pour chacun est de gravir les échelons, mais est-ce que ils arrivent à vivre correctement de leur course, de leur métier de coureur cycliste, Léo Peters ? Ouais, alors tout à fait, comme disait Pascal Chanteur, effectivement, tous les coureurs ont un contrat de travail. C'est donc des contrats à durée déterminée, hein, puisqu'on parle de sport de haut niveau, et tous les coureurs ont un minimum salarial qui leur permet de vivre décemment. Alors on n'est pas sur des salaires comme les stars du Tour de France dont vous parliez en première partie d'émission, forcément, mais voilà, les coureurs ont tous un minimum salarial qui leur permet de vivre décemment de leur passion et ne pas débourser d'argent pour pratiquer leur passion, à l'inverse de certaines équipes à l'étranger notamment, ou en amateur en France par exemple. Oui. Et Pascal Chanteur, il y a un salaire minimum, il est de combien pour les coureurs cyclistes ? Il est de 25% au-dessus du SMIC.
et c'est quelque chose que l'on négocie chaque année en commission paritaire. Et je tiens à souligner aussi que nous avons un dialogue social extrêmement constructif entre les employeurs et les représentants des coureurs que nous sommes. Bon. Et ça, c'est très important parce qu'il faut le souligner, c'est pas dans tous les sports que ce genre de choses se pratiquent. Alors, on a sécurisé en France, en revanche, et donc je reviens vers vous, Vincent Lavenu, parce qu'on va aborder maintenant la comparaison avec les grosses équipes. Bon, vous étiez à la tête d'une grosse équipe, World Tour, en l'occurrence, ça s'est terminé sur AG2R, qui est aujourd'hui devenu Decathlon AG2R sur le Tour de France. Est-ce que, on en a parlé lundi dernier avec Marc Madiot, est-ce que pour les structures françaises, c'est difficile, notamment fiscalement? Est-ce que les Français partent avec un désavantage par rapport à la concurrence internationale? Vincent Lavenu. On a notre système social, fiscal qui est propre, qui est, on va dire, à l'image de ce qui se passe dans la société par rapport aux entreprises ou aux autres sports. C'est-à-dire que nous, on paye des salariés avec des taux de charges sociales qui sont assez importantes. On sait que, en gros, la moyenne des charges sociales patronales tourne autour des 40%, suivant le niveau des salaires, et aussi on prélève 21% de charges sociales aux coureurs. Donc si on additionne les charges sociales patronales et salariales, ça fait au bas mot 65% de prélèvement pour les charges sociales, ce qui n'est pas du tout le cas pour une grande partie des équipes professionnelles étrangères, puisque ce sont des travailleurs indépendants, donc qui facturent tout simplement. Donc ils ont des contrats qui sont bruts, et le résultat est net pour le coureur. Donc forcément, il y a une disparité énorme entre les équipes françaises et les équipes étrangères. Oui, ça c'est le système qui veut ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on n'a pas de possibilité de payer des coureurs à titre indépendant. Ça veut dire qu'on paye la sécurité par moins de possibilités, c'est ça? Parce que si on facture, si on propose le système aux coureurs français d'une facturation comme ce que vous venez de dire, Vincent, c'est moins sécure aussi. C'est moins sécure, non. Il y a des assurances privées il y a des coureurs français qui courent pour l'étranger, qui fonctionnent avec ce système-là et qui par ailleurs s'assurent eux-mêmes directement. Mais le coût global des assurances, quand c'est un coureur qui les prend pour lui-même, elles sont maximum à 15 ou 20% au lieu de représenter 65%. Donc, en termes de finances propres, en termes de cash qui rentrent pour des coureurs, notamment quand il s'agit de gros salaires, et bien évidemment, les coureurs sont attirés par des équipes étrangères. On a vu de très gros coureurs partir à l'étranger. Il y en aura de plus en plus, malheureusement, parce que je sais qu'il y a des très bons coureurs français qui, l'an prochain, iront courir sur d'autres cieux. Bon, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, les grandes équipes, on les connaît. Donc, l'équipe du leader du classement général du Tour de France, UAE, qui veut dire Émirats Arabes Unis. C'est donc un sponsor d'un État. C'est très comparable à ce qui se passe avec le PSG, qui est soutenu par le Qatar, avec Manchester City également, les Émirats Arabes Unis. Donc, là, on a un système d'un pays derrière. On a aussi la deuxième grosse équipe de Jonas Vingegaard, le Danois, qui est le Team Visma Leasebach, qui est une équipe donc néerlandaise qui est très forte. On a également une autre équipe de pays, Bahreïn, bref, des grosses structures, le Kazakhstan, Astana et tout. Est-ce que Pascal Chanteur, à terme, si des pays continuent de s'investir dans le cyclisme comme ça et de faire des multinationales, le cyclisme français risque de courir à sa perte? Alors, première chose, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Vincent. Il faut bien savoir qu'il est interdit d'avoir des contrats d'indépendants dans des structures, dans des entreprises françaises avec des salariés français domiciliés en France. Ouais. Ça, c'est déjà la base. Mmh. Et là est le problème, comme vient très bien de l'expliquer Vincent, c'est qu'à un moment donné, la politique de notre sport, c'est-à-dire l'organe supérieur, celui qui régit tout, c'est-à-dire l'UCI, aurait dû et devrait mettre en place une obligation de salarier l'intégralité des coureurs. Ce qui était demandé lorsqu'il y avait eu la mise en place du Pro Tour et qui a été abandonné sous la pression d'un certain nombre de pays, surtout à l'époque de la T-Mobile et l'Allemagne en particulier, qui, elle, autorise ces contrats d'indépendants. Tout ça pour dire, par rapport à ce que tu me posais comme question, bien entendu, il faut se rendre compte qu'un pays, on prend l'exemple de UAE, pour qu'une équipe française puisse avoir déjà l'opportunité d'avoir le même potentiel financier,
il faudrait 30% de supplément par rapport au budget de UAE. Ouais. Ils sont déjà à 60 millions d'euros. Bah oui. Donc il faudrait entre 15 et 20 millions supplémentaires. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on connaît les budgets et qui plus est que les équipes françaises font un travail admirable, hein, il faut le reconnaître, parce que souvent, on les stigmatise, on décrit un petit peu leur travail, mais on voit que la formation, elle est là, parce qu'ils sont systématiquement, je vais dire un mot fort, mais cambriolés par les jeunes coureurs qu'ils arrivent à former et à signer au début de leur carrière. On l'a vu avec Lenny Martinez. Et Valentin Paré-Peintre qui a été découvert par Vincent Lavenu et qui s'est imposé au sommet du Ventoux. Ouais. Valentin Paré-Peintre, c'est encore une autre question. Je pense que Vincent aurait été tout à fait capable de le préserver au sein de son équipe. Ça, c'est un autre problème. C'est plutôt... je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je pense qu'il y a des fois, au niveau humain, des choses qui ne sont pas faites correctement. Tu en as parlé tout à l'heure au sujet de Vincent, mais au sujet des coureurs, on pourrait dire la même chose. D'accord. On a bien compris hein, avec ces évolutions. Alors, j'ai eu un discours politique et je pourrais ne pas l'avoir. Oui. Bon, Léo Peters, je le rappelle, directeur sportif d'une équipe de 3e division, la célèbre Aubert, les petits gars d'Aubert, oui, qui est devenue. Alors, il y a plusieurs sponsors, etc. Léo Peters, quand vos coureurs affrontent dans des courses directement ces équipes World Tour ou même les équipes Pro Team, est-ce qu'il y a une espèce de défiance et même une défiance, on va dire, de complexe de supériorité de la part de ces équipes? C'est facile pour vous de courir contre elles? Alors non, c'est pas facile forcément. Après, si on part en étant défaitiste, à ce moment-là, on part pas. C'est l'essence du sport de haut niveau. Le but, c'est de partir en ayant des ambitions qui soient élevées. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes leaders, on n'a pas les mêmes effectifs, on n'a pas les mêmes calendriers de course, on n'a pas les mêmes budgets. Voilà, on revient toujours sur les mêmes problématiques, mais néanmoins il faut actionner d'autres leviers pour pouvoir ferrailler avec ces grosses équipes du top niveau mondial, même si on les côtoie assez peu. On côtoie quand même toutes les World Tours françaises, notamment sur les Coupes de France ou les courses à étapes françaises, et il faut actionner d'autres leviers pour essayer de lesquels par tirer exemple notre épingle du jeu, et donc ça passe par là. Lesquels ces leviers, Léo Peters, quel levier il faut activer par exemple? Par exemple, courir ensemble, courir de manière très solidaire, connaître le circuit par cœur, anticiper la course, tenter d'avoir des coups d'avance, tenter des choses que des grosses équipes ne tenteraient pas forcément en ayant du monde à l'avant, en étant opportuniste, et voilà, c'est ce qui permet de un jour tirer le gros lot et pouvoir tirer un gros résultat. Mais forcément, on n'a pas au départ les mêmes armes qu'une équipe, qu'une World Tour, et l'occasion de dire, quand on fait comme vous, directeur sportif de ces équipes, il faut faire preuve de génie, et c'est là aussi qu'on se forme. C'est un système qu'on connaît bien finalement dans beaucoup de sports. Vincent Lavenu, cette mainmise aujourd'hui due à eux, donc l'équipe de Tadej Pogačar, qui a grosso modo dans son équipe, ce sont des équipes de 9, tous des leaders quasiment potentiels sur des courses très différentes. Ça veut dire que ça a changé la stratégie de course. On a vu par exemple que des coureurs disaient on ne peut plus s'échapper, on a moins de liberté. Alors aujourd'hui c'est Thymen Arensman qui s'est imposé, qui a résisté au leader. Est-ce que la stratégie de course évolue? Est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère de la stratégie du cyclisme, Vincent Lavenu? Oui, c'est évident que les équipes ont beaucoup évolué, parce que aussi les budgets ont évolué, la technique a évolué, le matériel, la nutrition, enfin tout a évolué. Et aujourd'hui, on voit bien que pour gagner un Tour de France, il faut être armé avec une équipe extrêmement solide. Donc c'est pour ça que les plus grosses équipes mondiales engagent les meilleurs coureurs. C'est vrai qu'UAE, ils sont capables aujourd'hui de prendre des coureurs leaders, qui seraient leaders dans ces équipes, notamment chez nous en France, et qui ne sont que le numéro 6, numéro 7 ou numéro 8 dans ces équipes-là.
Donc ils ont une capacité à verrouiller la course et à maintenir. On voit quand on voit le niveau sportif d'un Tour de France, forcément Pogačar est bien obligé d'avoir des équipiers extrêmement solides, même si on a vu qu'aujourd'hui il y avait plus grand monde à ses côtés, malgré le fait qu'il ait des Adam Yates, des Sivakov, Marc Soler, etc. Des Marc Soler, qui sont tous des grands champions. Donc voilà, tout a évolué, mais c'est normal. Aujourd'hui, si vous voulez remporter un grand tour, il faut avoir une équipe extrêmement solide, et ça veut dire que ces victoires sont plutôt destinées aux grosses armadas. Ça, c'est un petit peu évident. Après, il peut y avoir une surprise à un moment donné. Je rappellerai que Ben O'Connor, l'année dernière, qui était encore chez nous, a terminé 2e de la Vuelta. Il s'en a fallu très peu pour qu'il remporte la Vuelta. Grâce à une échappée au long cours, où il a résisté finalement. Grâce à une échappée. Voilà. Et par rapport aux échappées, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que cette année, on a vu quand même pas mal d'échappées arriver au bout. Les Benelli, les Ben O'Connor, encore aujourd'hui à Rensman, 2 fois à Rensman. À 2 reprises. Voilà, on a vu quand même sur ce Tour de France des échappées arriver au bout, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, il y a eu très très peu d'échappées qui sont arrivées au bout, donc je crois que c'est plutôt encourageant. Oui, effectivement. Ça veut dire, Pascal Chanteur, que Tadej Pogačar a un petit peu laissé filer ou pas ? Oui, bien entendu. Pogačar, il est en colère. Je pense qu'il en veut pas mal à Visma. Je pense que la manière et la technique, la tactique, comme Vingegaard le dit depuis quelques jours, j'ai une botte secrète. La botte secrète, je pense qu'il cherchait à surtout mettre à la faute Pogačar et qui plus est, on l'a bien vu hier dans la descente du col de la Madeleine. Si c'est ça sa tactique, sportivement, c'est bien dommage. Et aujourd'hui, on a bien vu qu'il aurait aimé pouvoir gagner l'étape, mais pas à n'importe quel prix, et en l'occurrence de se mettre en difficulté face à Vingegaard, et le fait que ça soit un coureur de chez Ineos qui puisse le faire à la place d'un Visma lui convient tout à fait. Bon, alors Vincent Lavenu, vous savez, on a une émission dans Sud Radio, sur Sud Radio, chaque semaine, qui s'appelle Champion du sport au business, où le champion entrepreneur présente son programme. Il vous reste 1 minute pour nous dire en quoi consiste votre nouveau projet. Allez-y Vincent Lavenu. Alors, avec des entrepreneurs. Alors, reprenez, parce qu'on ne vous entendait pas au début. Allez-y, reprenez. D'accord, donc j'accompagne des entrepreneurs qui ont créé un nouveau projet qui s'appelle Ma Petite Entreprise Équipe Cycliste. Donc, je conseille à tous les auditeurs d'aller sur le site internet et de regarder à quoi il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de mettre en avant l'entrepreneuriat français. On trouve qu'il y a une grande similitude entre ces entrepreneurs qui se lèvent tous les matins, qui sont courageux, qui prennent des risques, et le coureur cycliste. Donc, le but, c'est de monter une équipe cycliste professionnelle pour l'année prochaine, féminine dans un premier temps, avec le soutien de centaines et de centaines d'entreprises. Donc on a déjà collecté à peu près 400 entreprises, il nous en faut encore aux 200 ou 300 pour pouvoir partir, mais on espère dès 2026 partir avec une équipe féminine de niveau Pro Team, c'est-à-dire de 2e niveau, pourquoi pas accéder au Tour de France. Génial, génial. 1 minute. Oui. Eh ben, pile, voilà. Eh bien, c'est le temps pour moi de rendre. Merci à Léo Peters, je le rappelle, le directeur sportif de l'équipe Saint-Michel, préférence homme, Aubert 93, équipe de 3e division. Allez nous chercher des bonnes gagnes, cher Léo Peters. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on va s'y attacher dès la semaine prochaine en Alsace, autour d'Alsace. C'est noté. On est tenant du titre. C'est noté. Pascal Chanteur, notre Pascal Chanteur, notre consultant. On se retrouve ce week-end sur Sud Radio pour le grand final, hein. Oui, bien sûr, avec cette étape à Pontarlier et bien sûr les Champs-Élysées, bien entendu. Ça va être magnifique. Et surtout, je voudrais juste dire un petit mot. Rapide, hein. Jordan Vega, il vient d'une équipe continentale professionnelle, il ne faut pas l'oublier. Et il va terminer sans doute 11e. Oui, bien vu Pascal. On a explosé le chrono. Voilà. On a explosé le chrono, mais c'était bien de le dire pour ça. Le temps quand même pour moi de vous dire merci, cher Vincent Lavenu. Vous êtes pour moi un exemple de l'histoire du cyclisme et c'est un grand plaisir de vous recevoir comme notre grand témoin de cette émission. Les vraies voix du Tour de France. On aura un rendez-vous lundi soir où Pascal Chanteur pourra encore nous tirer des grandes tirades sur les coureurs français parce que oui, ils nous ont régalé pour beaucoup d'entre eux. Merci, à lundi pour les vraies voix.